J'ai toujours été fasciné par les bestioles, et aux Açores, j'ai eu l'occasion d'en observer pas mal. Mais en dehors du milieu marin, ce qui m'a vraiment marqué sur l'archipel, c'est la flore. Nés du feu des volcans et isolés de tout continent, les Açores ont vu s'installer une végétation façonnée par les vents, l'humidité et les nuages. Plusieurs espèces endémiques prospèrent sur l'archipel, c'est-à-dire qu'on ne les retrouve nulle part ailleurs sur Terre. Mais ce patrimoine végétal unique a longtemps été menacé par l'homme. Au fil des siècles, les forêts originelles ont été défrichées, remplacées par des cultures, des pâturages ou des plantations exotiques. Aujourd'hui, il ne subsiste plus qu'une petite fraction de la forêt native, préservée dans les zones les plus reculées et les plus protégées. La recherche menée aux Açores repose sur le travail de scientifiques comme Sébastien Loumeau, doctorant en entomologie et en écologie forestière. Son regard affûté sur les arthropodes et les écosystèmes indigènes nous ouvre une porte sur un monde souvent invisible. Dans ce chapitre, on plonge du côté scientifique de l'aventure, pour comprendre comment fonctionne l'un des milieux les plus précieux de l'archipel, la forêt native des Açores. Dans le cadre de son doctorat, Seb enchaîne les missions de terrain, relevé de datalogger et échantillonnage d'arthropodes. Bref, tout un boulot pour comprendre comment cette forêt fonctionne vraiment. Sac à dos chargé, il arpente les pentes humides et les crêtes brumeuses. Pour lui, chaque insecte, chaque variation d'humidité et chaque micro-indice raconte un bout de l'histoire de cet écosystème fragile. C'est ce travail discret mais essentiel qui permet aujourd'hui de mieux cerner l'état de santé et la dynamique de la forêt native des Açores. Alors moi du coup c'est Sébastien ou Seb ou aussi sur les réseaux Sebaï. J'ai 24 ans et aujourd'hui je suis basé sur l'île de Terceira dans l'archipel des Açores en plein milieu du Nord Atlantique. Alors du coup, l'intitulé de ma thèse en anglais, c'est The Impact of Structure Change of the Athorian Forest on the Arthropods Interaction Networks. En français, dans le texte, je m'intéresse à deux structures et les liens qui unissent ces deux structures, à savoir la structuration forestière et la structuration des interactions entre les arthropodes terrestres. Ici, on a des forêts qui sont un peu particulières. On a toujours donc de la forêt native où on se situe actuellement, mais aussi des forêts exotiques et dans le changement climatique, changement global qui est en train de venir, on estime que la forêt native va potentiellement pouvoir se faire remplacer par les forêts exotiques. Donc c'est un peu ça le fondement. Il y a de la conservation derrière. Les deux structures de forêt sont tellement différentes en termes de structuration spécifique, de structuration tridimensionnelle, de structuration de conditions à l'intérieur. C'est toutes les variables que j'étudie. Et je veux voir en quoi ces variables influencent le fait que tel animal interagit avec tel autre animal dans la forêt. Donc, en termes d'arthropodes comme étant l'objet d'étude principal, pour voir finalement les réseaux trophiques qui mangent qui, mais aussi les réseaux d'interaction qui jouent avec qui finalement. La position septentrionale de l'archipel des Açores, au milieu de l'Atlantique Nord, ainsi que les abondantes précipitations, pouvant dépasser 4000 mm dans certaines zones, lui confère une végétation toute particulière. On y retrouve par exemple des milieux propres au climat froid, tels que les tourbières où abondent les sphègnes. Néanmoins, une bonne partie de la végétation naturelle d'origine a été rasée par l'homme et ne subsiste maintenant que dans certaines zones protégées ou peu accessibles. Comment parler de la forêt native des Açores sans évoquer la laurisylve ? Cette forêt subtropicale humide, vestige de l'ère tertiaire, ne subsiste aujourd'hui que sur quelques îles de Macaronésie, les Canaries, Madère et ici aux Açores. La laurisylve s'épanouit dans une gamme altitudinale bien précise, perpétuellement enveloppée de brume et de pluie, avec des précipitations annuelles de l'ordre de 500 à 1100 mm d'eau.
ce qui favorise ces espèces emblématiques, telles que le laurier des Açores, l'Orus azurica ou encore Piconia azurica. Mais là où nous nous trouvons actuellement, en altitude, le décor change. Nous ne sommes plus dans la laurisylve, mais au cœur des forêts montagnardes de Juniperus, un autre joyau de la végétation native. En ces lieux, c'est l'oxycèdre des Açores, Juniperus brevifolia, qui règne en maître. Un genévrier endémique, noueux, sculpté par le vent et les nuages. Donc là, c'est du Cryptomeria à droite. Ouais. Et à gauche, là, c'est du Juniperus. Juniperus, ok. Brevifolia. On y croise également Ilex azorica, un houx insulaire aux feuilles brillantes. Tout autour de nous, la biodiversité s'exprime. Fougères anciennes, mousses et lichens endémiques tapissent le sol humide. Ça y est, j'ai retrouvé le nom de genre de celle-là, c'est Polystricum commune. Donc aime plutôt les zones un petit peu plus ombragées, bryophytes. Et la Phoglossum semicylindricum. Oh. Ah ouais. Sticta canariensis, là il est vert, là il est gris. Ah ouais. Là tu peux voir que le lichen c'est une algue, un champignon. Et que le champignon va servir à l'accroche et l'algue à la photosynthèse. Et ça te fait des gros trucs comme ça. Super beau. Et t'as les... alors là il est... Si, tu vois le champignon qui est en train de sporuler à travers l'algue ici. Et c'est extrêmement sensible à la dessiccation. Il n'y a pas vraiment de routine, c'est ça qui est bien aussi, mais il y a beaucoup de choses à faire parce que c'est beaucoup de modélisation finalement. En ce moment, il y a pas mal de terrain, étant donné que il y a de la récolte de données qui doit se faire. C'est aussi passer pas mal de temps sur ordinateur, sur du coding, pour modéliser, se poser des questions, lire des articles, pour essayer de trouver des liens de mon projet dans un environnement beaucoup plus global de recherche au niveau européen, mais aussi au niveau mondial finalement, des chercheurs qui se sont posés plus ou moins les mêmes questions. Donc ça, c'est aussi, voilà, tous les jours il y a un peu de biblio, il y a des articles intéressants qui peuvent sortir, il y a à modéliser, il y a à prévoir les sorties de terrain, il y a à faire les sorties de terrain, il y a à identifier une fois qu'on est allé sur le terrain, qu'on a récupéré soit des échantillons de plantes, soit des échantillons d'arthropodes, et identifier les espèces, préparer pour des identifications futures. Voilà, donc il y a tout ça, ça occupe de 8h à 18h tous les jours finalement. Bah ça du coup c'est le piège à interception Sea Land Air Malaise. C'est l'évolution du piège malaise qui est normalement beaucoup plus gros et assez directionnel. Là l'avantage de ce piège là c'est qu'il est multidirectionnel. Il y a vraiment deux panels noirs qui s'entrecroisent et en fait les bestioles elles vont taper dessus, elles vont grimper et attirées par la lumière elles peuvent remonter jusque là-dedans et toujours attirées par la lumière elles vont monter jusqu'à tomber dans le récipient d'échantillonnage qui est juste là. Ok, là elles sont fixées directement. Là elles sont fixées dans le liquide qui est du propylénoglycol. Pourquoi ? Parce que c'est plein d'alcool. Et donc ça conserve un peu pour les analyses, pour des futures analyses génétiques. Là il y a un peu de monde déjà. Il y a du microlépido à fond là. Il y a microlépido, il y a du type Sixius azor tercerensis. C'est un Sixius single island endémique. Ça j'aime pas le voir, c'est Omanoatelus morelletti. C'est un huile, non ? C'est un diplopode, c'est un des plus invasifs qu'on a ici. Parce qu'en fait là le piège comme il touche un peu le sol et avec tous les fils ça peut en fait agir comme un peu une extension des arbres et donc ils utilisent le piège pour se déplacer et ils tombent dedans. C'est censé être un piège à interception pour les insectes volants, mais le nombre d'espèces d'araignées qu'on chope à l'intérieur, ça peut se voir aussi sur les petites lignifidées qui font ce qu'on appelle du ballooning, qui balancent un fil de soie pour se déplacer et elles peuvent arriver jusque là-dedans et ensuite elles grimpent. Mais autrement, tu peux avoir des plus grosses araignées qui remontent du sol ou qui utilisent les fils comme ça et qui se retrouvent piégées dedans. Et ça, du coup, on le récupère tous les 3 mois. Je vérifie juste l'intégrité structurelle du piège parce que des fois, les petites tempêtes, t'en as fait les frais. C'est compliqué là. Monsieur Météo a dit de la merde. Ouais. On est arrivé.
ce genre de truc, si c'est pas fixé comme ça résiste pas. Là on est à 900 mètres. Nombre de fois où je suis venu, je l'ai trouvé pété. Et tu fais, j'ai perdu 1 point sur la time série de 3 mois d'échantillonnage qui partent, qu'on peut pas traiter parce qu'on sait pas quand est-ce que le piège a pété, quoi. Ça m'est arrivé une fois, pour l'anecdote, je venais en vélo, je fais 22 km en vélo depuis Angra, je me pose, je monte, j'arrive, le piège était pété, j'en avais pas de rechange. Donc tu fais ok, je récupère l'échantillon, tant pis, je redescends, je retourne au labo, je reviens et je repose un nouveau piège. Il y a eu 1 journée et demie qui est passée pour celui-là. Okay. Et il y a 14 sites au total. Et là, tu as tes capteurs à côté. Et là, voilà, j'ai mes capteurs, donc j'en ai un dans la canopée, celui-là, il a survécu. Il y en avait un qui était là, qui est tombé par terre, magnifique, donc il va falloir que je le change, et j'en ai un sur le sol. Et ça c'est pareil, petite technique pour essayer qu'il soit Azor-proof, sac plastique, ce qui marche le mieux. Parafilm de laboratoire, dessous pour bien sceller, du scotch d'électricien. Et dedans, il y a encore un joint. Et dans le capuchon, un peu de tampon et un peu de silica pour absorber s'il y a une goutte d'humidité, c'est absorbé. Et donc le capteur, il est là. Mais du coup, je les fixe comme ça, avec juste cette partie-là qui sort, pour avoir juste température, humidité, éviter que l'eau, si jamais il pleut, ça rentre et ça descende. Okay. Voilà. Seb a placé de nombreux pièges dans la forêt native dans l'espoir de trouver une espèce de carabe endémique. On les marque tous comme ça pour les retrouver, parce que sinon on va retrouver un piège dans la forêt native. Piti. Toc. Ah. Donc il y a une petite grille pour éviter quelconque rat aussi, si jamais. Et puis après, voilà, les 2 tubes avec le foie, le turquin. Et les petits, on les garde parce que de temps en temps on prend des larves. Et on essaye de voir, en nourrissant les larves, ce qu'elles peuvent donner. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop de succès là-dessus. Parce que ça nécessite des conditions tellement particulières. La forêt est tellement particulière que refaire ces conditions en laboratoire, c'est compliqué. Tac. On remet ça pour éviter que ça prenne trop d'eau. Hop. L'attractif, c'est du foie et de la solution de turquin. Donc c'est un mélange bière noire et vinaigre. Étant donné que c'est un carabe, c'est prédateur, le foie est censé bien marcher. On a essayé aussi, là sur certains pièges, il y a de la crevette. Pour voir, il paraît que ça marche bien aussi sur le carabe, d'après certains collègues. Donc, puis une dizaine de cloportes. Hop. Pas de carabe. Il y a un poil plus de monde sur celui-là. Il y a un petit lithobius. Cloporte, on est sur de l'oniscus. Il n'y a pas la bestiole qui m'intéresse. Il y avait, il y avait une larve. C'est une larve de carabe, ça? Ouais, c'est une larve de carabe, mais carabe ou staphylin. Hop là, suivant. Là-bas. Qu'est-ce qu'on a à part du cloporte? Alors, il y a du carabe, mais c'est pas la bonne espèce. Oh! Une grosse lithobie au sol. T'as vu? Moyenne d'humidité 105%. Merci de la saturation.
C'est sur le projet ERGA, donc l'European Genomic Atlas, un atlas de génomique européenne pour barcoder entièrement tout l'ADN de toute la biodiversité européenne, un énorme projet très très ambitieux. Et donc là on est dans une phase pilote où des espèces ont été sélectionnées, des espèces en danger critique d'extinction ont été sélectionnées un peu partout en Europe, et le but pour l'instant c'est de collecter l'espèce et de l'envoyer à séquencer justement pour créer ces premières entrées. Et comme c'est des espèces en danger critique d'extinction, à les trouver c'est pas si simple que ça. Donc voilà, surtout quand c'est des espèces qui sont endémiques d'endroits très 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 restreints. Alors du coup mon parcours est un petit peu atypique, je dirais au début, pas très universitaire, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire 2 ans de prépa BCPST au lycée du Parc, chose qui m'ont appris énormément tant au niveau travail qu'au niveau social, je dirais, pour préparer le concours d'entrée des écoles vétérinaires que je n'ai pas eu, et au lieu de cuber finalement, de faire une 3e année, je suis passé directement en licence de sciences de la biodiversité en 3e année. Pour retenter le concours veto par la voie universitaire que je n'ai pas eu encore une fois, et donc je me suis dirigé vers des masters en me réunissant on va dire avec ma passion première sur l'entomologie et l'écologie. Finalement j'ai trouvé un master d'écologie tropicale à l'île de la Réunion où du coup j'y ai passé 2 ans pour le master avant d'avoir cette opportunité de thèse ici aux Açores. Alors du coup j'ai toujours eu l'ambition de faire une thèse puisque j'aimerais bien être enseignant-chercheur et que maintenant dans la recherche on ne peut pas vraiment être enseignant-chercheur sans faire de thèse, on va dire. La thèse au Portugal se fait en 4 ans, ce qui est pas mal, ça évite de demander une extension comme on le fait quasiment toujours. Mais donc là j'en suis au milieu de ma 2e année, c'est une année qui va être sous le signe du travail énormément de terrain et de la collecte de données. La première année, c'était à la fois des tests sur le terrain, des prises de décision concernant les protocoles, des pré-analyses sur des données qu'on avait déjà pour essayer de prévoir ce qu'on pourrait potentiellement obtenir. Chose qui était relativement assez agréable. Et donc là, cette année, c'est terrain. L'année prochaine, ça va être plutôt labo, beaucoup de labo, analyse ADN, analyse isotopique. Et finalement, la 4e année va être pour la finalisation de la rédaction et essayer de tamponner tout le retard que forcément je prendrai au cours des prochains mois qui vont arriver. Les Açores sont souvent décrites comme des îles luxuriantes, recouvertes de verre à perte de vue. Mais derrière cette image idyllique se cache une réalité plus complexe. La forêt native de l'archipel, composée principalement de laurisylves et d'espèces endémiques, ne représente aujourd'hui plus qu'environ 5% de la surface totale des îles. Le reste du territoire a été largement transformé par l'homme. Culture, pâturage, mais aussi introduction de plantes exotiques, devenues au fil du temps invasives. Ces espèces, d'abord importées pour leur utilité ou leur beauté, concurrencent la flore locale et menacent l'équilibre écologique des Açores. Comment ne pas parler du cèdre du Japon, mieux connu sous le nom de Cryptomeria japonica. Introduit au XIXe siècle pour fournir du bois de construction et soutenir l'industrie du papier, il a été planté massivement en forêt monospécifique. Résistant, à croissance rapide et facile d'exploitation, il est devenu l'un des piliers de l'économie forestière locale. Pourtant, son expansion a eu un coût écologique. En créant des forêts denses et homogènes, il empêche le développement de la flore endémique et appauvrit les sols. Ironie du sort, cette même espèce est vénérée au Japon, où certains spécimens millénaires, comme le fameux Jomon-sugi, sur l'île de Yakushima, sont considérés comme des trésors nationaux. A contrario, aux Açores, ils symbolisent plutôt l'artificialisation des paysages. Là, le Cryptomeria, normalement, quand il va être coupé, c'est la fin. C'est-à-dire qu'ils ont compris la connerie qu'ils ont faite.
Sauf que derrière, on ne sait pas si ça va pas prendre 30-40 ans avant de repousser du natif, si on ne fait pas des actions de restauration écologique active. Et j'imagine que tu as peut-être fait ça aussi, je sais pas si c'est un sujet que tu as dans ton doc, parce que c'est plus par rapport au climat, toi, mais est-ce que, genre, poser tes pièges dans vraiment la forêt native et la forêt pas du tout native, tu as vraiment une diff au niveau diversité c'est redoutable. Là-dedans, t'as plus rien. Là où tu peux passer plusieurs jours à trier un échantillon de 3 mois de piège en forêt native, là tu passes une journée, t'as fait les 15. T'as tout fait quoi. Bon alors là on est dans une forêt de Cryptomeria japonica et d'eucalyptus. Donc c'est-à-dire que des trucs invasifs. En tout cas les troncs sont assez balèzes et plutôt impressionnants. Quoi là? T'en as vu un là? Putain, t'es chiant de faire une transition de nez à chaque fois. 90% d'espèces exotiques, entre du Pittosporum, de l'Edichium, 2-3 Morella qui essayent de survivre au milieu. Ouais, et les pauvres Erika qui sont en train de mourir, soit étouffés, soit par la succession écologique. Séduisant visuellement, l'hortensia, Hydrangea macrophylla, est devenue un emblème aux Açores. Originaire d'Asie, cette espèce a été introduite comme plante ornementale au XIXe siècle. Ses fleurs bleues et violettes bordent aujourd'hui les routes et dessinent des haies spectaculaires dans les pâturages, au point d'être intégrées à l'imaginaire touristique de l'archipel. Mais la carte postale cache un revers. En effet, la plante s'est propagée dans les milieux naturels, où elle étouffe les jeunes pousses et réduit la place des espèces endémiques. Edichium gardneranium. C'est l'une des plantes invasives les plus problématiques. Introduit comme plante décorative, il s'est rapidement échappé des jardins pour coloniser les zones forestières. Son système de rhizomes forme des tapis denses qui empêchent toute régénération naturelle. Là où il s'installe, il crée un véritable désert biologique, étouffant littéralement la forêt native. C'est aujourd'hui une des principales cibles des programmes de conservation, car il compromet directement la survie de la laurisylve. Ça se mange ? Non, ça se mange pas. Ouais, il était déjà arraché. Je pense qu'ils sont en train quand même de cliner sur les bords. Ils ont une conscience maintenant écologique. Ça, c'est pas la racine. Ça, c'est la racine. Ça, c'est le rhizome. Le rhizome qui est une tige horizontale. Tu vas retrouver les nœuds et les interneux en fait. Et ça sent légèrement le gingembre citronné. Légèrement ? Ouais. Tu vois ? Il adore le gingembre. Ça sent un peu le gingembre, ouais. Ah si, non ? Très léger, mais c'est pour ça qu'il est pas utilisé en tant que gingembre ici. C'est une mandragore, ça. Il y a aucune utilité. Vas-y, fais-nous une dégustation. C'est pas le gingembre que ça sent, c'est... Ça sent un peu un peu la citronné. terre là. Un peu citronné. Ouais, ou la sève. Ça, j'ai un site un peu plus dans cette forêt-là où maintenant c'est envahi. Il y a une année, je suis passé avec le sabre, j'ai coupé. 3 mois après, je suis passé, les tiges, elles étaient encore vertes par terre et elles fleurissaient. Donc, et ça, si t'arraches pas tout le rhizome, ça repart comme rien. T'as dit c'est quoi le nom ? Gingembre de l'Himalaya ? Non, c'est pas ça. Donc c'est ginger lily en anglais. Longose, c'est l'appellation plutôt du coup créole réunionnaise. Et sinon c'est Edichium gardnerianum. Voilà. D'accord, mais c'est originaire d'Himalaya. D'Himalaya, mais... Tibet, Himalaya. Ok. Hawaï, La Réunion et les Açores, même combat. Donc ça c'est une fougère arborescente. Elle est petite là ? Là elle est petite. Ah ouais. Là elle est petite. Elle peut te faire du 12 mètres de haut avec des panaches de 5 mètres. Importé d'Australie. Donc Australie, Mid-Atlantique. Voilà. Si elles font désormais partie du paysage açorien, ces espèces rappellent combien les écosystèmes insulaires sont fragiles. Et c'est précisément ce que des chercheurs comme Seb tentent de comprendre et de protéger, en étudiant la forêt native qui résiste encore dans quelques zones préservées. Il y a Erika. Erika, Hymenophyllum tunibringans là-dessus, principalement, mais après toutes les bryophytes qui sont là. Il y a plus d'espèces là que dans n'importe quelle autre forêt exotique. Sur 1 mètre carré d'un arbre tombé au sol dans la forêt native. Pour
l'instant, il n'y a pas vraiment de projet très concret, je dirais, pour la suite, mais il y a pas mal d'idées de post-doc. Donc on est un laboratoire qui rayonne finalement assez bien au niveau international, puisque voilà, des laboratoires qui travaillent sur de la biodiversité insulaire, il n'y en a pas 15 000, du coup on se connaît un peu tous. Voilà, ça peut être des opportunités de post-doctorat pour la suite, en espérant ne pas avoir trop de temps entre la fin du doc et le premier post-doc du moins, et puis voir comment tout ça continue. Je fais aussi de la vulgarisation scientifique via ma chaîne YouTube Sebaise, sur des choses que j'essaye de faire un peu aventure scientifique, puisque j'ai la chance de pouvoir aller de temps en temps dans des endroits assez exceptionnels où tout le monde n'est pas légalement autorisé à aller, où tout le monde ne va pas forcément aller. Et le but, c'est d'apporter plutôt ce regard scientifique et ce regard de vulgarisation pour promouvoir la conservation de ces endroits, que ce soit sur Terre, mais du coup aussi sous l'eau, puisque c'est ce qui va me permettre de glisser vers ma deuxième passion, qui est la plongée. Il y a du coup toute une série de plongées sur ma chaîne. J'ai passé mes niveaux de dive master, mon niveau de dive master ici aux Açores, pour pouvoir concrètement finalement emmener des gens dans l'océan pour faire toucher du doigt voilà, la conservation en milieu marin, chose que je n'étudie pas, mais chose que j'apprends au fur et à mesure et que je suis très content de pouvoir partager. Alors, je partirai sur 2 recommandations. David Attenborough, à la fois ses bouquins et les films, même si c'est très romancé. Derrière, on sent quand même qu'il y a un énorme travail scientifique et de vulgarisation et ça peut résonner à tout public, à la fois instruit et dans l'écologie ou du public totalement lambda et curieux. Et deuxième recommandation un peu plus film, c'est avec Bertie Gregory sur Disney+, il me semble. Voilà, il y a des séries de lui qui part à des endroits au bout du monde pour aller observer tel ou tel animal, tel ou tel comportement d'animaux, et franchement c'est hyper inspirant et des fois il y a des très belles images qui font chaud au cœur, quoi. L'animal totem, c'est le poulpe. Voilà. Très attachant et au fur et à mesure des plongées, ils sont là, ils jouent avec nous quand on arrive. Donc, et puis c'est extrêmement intelligent. Vraiment, c'est d'une intelligence remarquable. Joueur, donc ouais, c'est vraiment mon animal totem. Et puis ça a 8 pattes comme les araignées, arthropodes terrestres. On voit un peu la transition. Voilà. Waouh, la dingue. Là, de l'obsidienne. Il y a combien de trucs dans ses poches? J'en ai pas mal, attends. Je vais le sortir. Il panique. What the fuck? Voilà. Ah oui. What? Ouais, et là, les obsidiennes de cet après-midi. Donc t'as une poche matin et une poche après-midi. Ouais, parce qu'il sait partout par localité. Ah, un peu moins. Ouais, mais je les trouve plus jolies pour l'instant, mais elles sont peut-être plus propres. Elles sont plus pures que les... Ouais. D'accord. Et il en a encore? Oui, j'en ai... Bah, je vais pas tout sortir, hein, parce que c'est chiant. Ouais. Voilà, il y en aura pas. Waouh. Wow. Tu dis l'avenir. La laurisylve est un témoin du passé. Elle couvrait autrefois une grande partie de l'Europe et de l'Afrique du Nord, mais a presque entièrement disparu avec les changements climatiques. Ici, aux Açores, elle survit comme un fragment de ce monde ancien, une relique vivante qui relie le présent à l'histoire profonde de notre planète. Il y a quelque chose d'hypnotisant dans ces forêts. Une impression de revenir à un monde d'avant l'homme. Merci à Seb de nous avoir guidés avec Niot et Marie dans ce sanctuaire de verdure. Waouh! Alors par
contre, il y a un problème, c'est que j'ai fait un trou dans mon fut là. Ouais, il y a un gros trou. Mais notre aventure aux Açores est loin d'être terminée. Pour la dernière étape, cap sur l'île la plus vaste, la plus célèbre et peut-être la plus spectaculaire de tout l'archipel. Sao Miguel. Alors là, Niot s'est pété la gueule et essaye de nettoyer son beau fut Adidas. Oh là là, maman va pas être contente.